Salut, salut, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve pour le codex GKV10. Et je vais faire ce que je peux, mais je sens qu'il va y avoir un peu de sel quand même. Vérité, qu'on vous cherche! Oh, ça va, oui? Alors, on se retrouve pour ce codex que j'attendais énormément parce que c'est ma faction de jeu depuis très très longtemps. Je joue GK et Space Wolf principalement. Donc, voilà, j'avais beaucoup d'attentes. Alors, avant de l'ouvrir, on regarde, c'est assez joli, ça va. Il y a deux tas de work qui auraient pu être sympa, mais il est assez cool. Il fait le taf. Bon, c'est un codex standard de la V10, cartonné, etc. Bon, comme d'habitude, il n'y a rien de spécial. L'intérieur, c'est la même chose. On est sur un joli papier. Tout va bien. Donc, c'est plutôt standard. Pas de souci là-dessus. Avant de commencer à le regarder ensemble, voir plutôt ce que j'en pense. On va parler bien sûr du lore, des règles, de mes petites idées à moi, et puis on va faire une conclusion. Mais avant tout, on va partir sur un petit constat, c'est-à-dire que pour la V10, des chevaliers gris, pas de refonte des figurines, éviction de toutes les figurines Fincast, donc en résine Fincast, c'est-à-dire en gros Stern et Kaldor Drago. Voilà, on en reparlera un petit peu plus tard pour ce dernier. Pas de nouvelles figurines, à part un kit d'amélioration pour faire un grand maître en armure Némésis, en cuirassé Némésis. Bien, maintenant on parle là-dessus. Donc c'est-à-dire que par exemple, quand je vous donnerai des petites idées d'amélioration tout à l'heure, ça sera en partant également de ce constat. Donc voilà, donc un peu tristoun, tout le monde attendait une refonte, moi le premier. C'était la V10, la saison du Terminator. Donc je m'attendais à une refonte du Terminator et même Terminator du Chaos, même si c'était fait il n'y a pas si longtemps que ça, je m'attendais que ce soit refait. Bon, les chevaliers gris, c'est que des thermiques quasiment, donc c'est dommage. Bon, j'aurais aimé savoir qui avait écrit ce codex pour lui dire, va te faire, voilà. Pourquoi? Tout simplement, d'un point de vue lore, pendant que on feuillette tranquillement, on a plusieurs soucis. Alors clairement, on part du principe que vous connaissez déjà les chevaliers gris, parce qu'on vous explique même pas leur origine. Alors pour rappel, les chevaliers gris ont été, comment dire, alors les Résidorus, l'empereur s'est rendu compte que ça allait pas le faire et que en fait l'empereur il est, comment dire, en guerre contre le chaos dès le début. En fait, il sentait que l'humanité allait devenir une race psychique. C'est-à-dire qu'il n'est pas un petit psyker de base. Il le devient parce qu'en fait, il considère qu'il faut encadrer cet éveil psychique. Parce que sinon, ça va faire comme avec les Eldar. Ça va être, c'est ce qu'il a constaté. Il se fait que les Eldar ne se sont pas encadrés. Ce qui a créé Slaanesh. Donc, vu qu'il y a beaucoup plus d'humains que d'Eldar, il se dit, si on n'encadre pas tout ça, ça va être encore pire. Donc, c'est pour ça qu'il va en fait encadrer tout ce qui est psyker, même les butés et compagnie, pour en fait attendre le moment propice, encadrer l'humanité pour un éveil de la race psychique humaine, comme il faut. Donc, l'empereur, c'est ce qu'il décide, et il est complètement anti-religion, il est pour un empire de science et de raison et de logique. Donc, quand il se rend compte que finalement, qu'il y a les dieux du chaos ont fait en sorte de le poutrer, donc avec les Résidorus et compagnie, il se dit, il faut une arme, quand je serai plus là, une arme contre le chaos, parce que c'est l'ennemi principal, c'est la grande ennemie, le chaos. Donc, il va demander à Malcador le Sigillite de créer une institution après, en fait, une défaite possible aussi, il disparaît, parce qu'il se rend compte que ça va être compliqué. Et là, c'est là que Malcador va réunir, en fait, certains Space Marines et des non-Space Marines, qu'il va traquer un peu partout, et qui va créer l'Inquisition. Donc là, les Inquisiteurs et les Chevaliers Gris sont créés en même temps. Tout simplement. À ce moment-là, donc, on est bien avant que l'empereur aille sur le trône d'or. Là, je dis, c'est important pour la suite. Par rapport surtout à ce truc-là. Donc, il va, du coup, ils vont aller sur Titan. Et Titan va être plongé dans le Warp grâce, en fait, à un artefact, Nexus, je ne sais plus trop quoi, qui va aller dans le Warp, les planquer, le temps, simplement, qu'il se crée. Ce qui fait qu'à la fin de la Résidorus, la planète va revenir, Titan va revenir, la planète c'est une lune plutôt, et il y aura déjà les 1000 chevaliers gris, l'Inquisition sera déjà là, on aura déjà commencé à se créer pendant ce temps-là d'ailleurs, du côté des hauts seigneurs de terre et compagnie, et du coup les chevaliers gris arrivent
déjà prêt à se battre, juste après l'hérésie d'Horus, parce que c'est le temps qu'il a fallu pour que le chapitre puisse se créer. C'est ça, la base. Bien. Et la personne qui a écrit ce codex, en tout cas l'équipe de ce codex, je crois qu'ils ont oublié beaucoup de choses. Par exemple, le décret Terminatus, parce qu'on arrive tout de suite dessus, qui dit conservé dans un simple coffret nanana. En fait, je vous le résume plutôt. En gros, il y a l'empereur redonné comme ordre au chevalier gris, son dernier ordre, de le buter s'il devenait, en fait, d'empêcher qu'il devienne un dieu et de le laisser assis sur le trône d'or. Alors, la raison est simple, il ne veut pas devenir un dieu, il est anti-dieu. Donc, s'il devient un dieu, c'est complètement contre ce pourquoi il a toujours été. Il ne faut pas le retirer du trône d'or, ça c'est moi qui suppose, c'est parce que sinon il n'y a plus la Tronicane. Il n'y a plus le phare dans le Warp. Donc ça condamne tous les mondes de l'Imperium. Le problème de ça, c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'il se réincarne, parce que c'est un perpétuel, l'empereur. Donc un perpétuel, ça veut dire en gros qu'il se réincarne et qu'il ne meurt pas, en tout cas pas de vieillesse. Le souci de ce truc-là, moi ça ne me dérange pas en fait, en soi. Ça, il y a marqué à la fin, parce que ça fait un drama pas possible sur Internet, je ne sais pas pourquoi. Il y a marqué à la fin, le décret n'offre aucune indication sur la façon de réaliser cet exploit. Ce n'est ni une arme, ni une formule magique. Les Grenaches eux-mêmes serviront d'armes en ce jour désespéré et devront se tailler un chemin dans les rangs de la garde custodienne. C'est une supposition. En fait, il y a le décret qui dit « Empêchez que je devienne un dieu, empêchez que je lève mon cul du trône d'or. À vous de vous démerder pour ça. » Donc il y a marqué, si bien sûr il y a des custodiens qui vous empêchent de le faire, il va falloir les buter, mais c'est pas dit dans le décret, c'est une supposition. Donc voilà, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de guerre custodien Grenache, chevalier gris, il n'y a rien de tout ça, c'est qu'une supposition par rapport à ce décret. Moi le décret ne me pose pas de soucis dans son contenu. Ce qui me pose problème, c'est qu'est-ce qu'il a donné le... Alors si vous avez la réponse, vous me la donnez en commentaire, mais quand est-ce qu'il a donné cet ordre-là, l'empereur? Parce que l'empereur va les rencontrer avant d'aller taper Horus. D'accord? Donc à ce moment-là, il n'est pas sur le trône d'or. Il s'est levé justement du trône d'or parce qu'en fait, il combat l'invasion démoniaque qui a été rendue possible par la folie de Magnus. Magnus, en fait, pour alerter l'empereur, a pété, en fait, à cause de Tzeentch, dieu du chaos, a pété les défenses psychiques de Terra, ce qui fait que les démons ont pu s'infiltrer. Oui, parce que de base, le but du jeu, en fait, sur Terre, il y a un portail warp qui menait à une ancienne cité Eldar. Et le but du jeu de l'empereur, c'était de pouvoir, en fait, aller dans la toile pour être à l'abri du chaos. C'est ça son grand but, vraiment. Donc, il y a l'invasion. À la fin, il va devoir détruire le portail qui mène à cette cité Eldar, qui est le portail, du coup, de la warp, de la toile qui était sur Terre. Il se lève, tout ça, nanana. Et donc ça, c'est pendant l'hérésie d'Horus. Et Titan se barre dans le Warp. Donc les Chevaliers Gris, le début des Chevaliers Gris se barre dans le Warp. Et n'y revient pas avant la fin de l'hérésie d'Horus. Donc à quel moment l'empereur lui-même a pu donner l'ordre de le laisser sur le trône d'or, de l'empêcher de devenir un dieu? Parce qu'à ce moment-là, il ne sait pas encore que ça va se produire comme ça. Il ne sait pas encore qu'il va être bloqué sur le trône d'or. Il ne sait pas encore qu'il pourrait peut-être devenir un dieu. Alors ça, il peut s'en douter par contre. Mais c'est parce qu'il est sur le trône d'or, en fait, que ça développe ses capacités psychiques. C'est qu'un perpétuel. Donc lui, il meurt, il se réincarne. Quoique les réincarnations sont de plus en plus compliquées dues aux mouvements du Warp. Mais il est sur le trône d'or parce qu'il a été blessé à mort par Horus. Et ça, il ne le sait pas. Donc pourquoi donner un décret qui dit « il ne faut pas que je me lève du trône d'or » alors qu'il ne sait pas qu'il va rester sur le trône d'or? C'est complètement débile. En tout cas, d'après les connaissances que j'ai, je pense sont bonnes. Si vous avez des réponses qui me permettent de comprendre ça, n'hésitez pas. Mais moi, de ce que j'ai, c'est complètement débile. Ce décret-là, il ne peut pas exister. Comment il est écrit? Tout simplement. Donc, ça me pose un problème. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai l'impression, en tout cas moi, par rapport à mes connaissances, il y a plein de problèmes comme ça. D'un point de vue lore, sinon, on nous dit que, bien sûr, il y a assez d'armure Terminator pour équiper tout le chapitre. Donc ça, on va y revenir, parce que un peu plus tard, ça m'a donné une idée. Donc, ils ne sont pas en manque de matos. Et ils ont rajouté quelques éléments, par exemple,
la disparition des corps. En fait, ils ont un endroit où il y a les corps des chevaliers gris, qui sont voilà, des décès. Quand il y a eu l'ouverture de la faille, les corps ont disparu, ce qui les a laissés en émoi. Voilà, niveau lore, on n'a pas grand-chose, hein. Au fait, dans le codex, bon, on va y revenir, mais ça va s'arrêter là, en gros. Voilà, on parle des unités, mais là c'est la fin. Bon, cette image est vraiment classe, j'adore. Mais ça, c'est juste des scripts d'unités. D'ailleurs, on y reviendra, il y a un petit truc à voir là-dessus. D'un point de vue lore, voilà, c'est ça. Voilà, on va dire que ça commence là. C'est tout. Il n'y a aucun récit, comme dans beaucoup de bouquins V10. Sérieusement, ils auraient pu faire comme pour le codex Agent de l'Imperium. Alors, je sais que l'Agent de l'Imperium, il y a des récits. L'Agent de l'Imperium n'est pas trop mal pour un codex V10. Il aurait pu faire encore mieux. Mais il est plutôt bien, parce que j'ai l'impression que Games pense que les Agents de l'Imperium, c'est que des alliés potentiels et surtout pour du narratif. Donc, ils mettent de la narration. Bah, on aimerait bien savoir dans tous les codex, dans le codex Space Wolf, dans le codex tous. Et donc, dans les Chevaliers Gris aussi, il y a 0 récit. 47,50 € pour un truc qui n'a pas un pet de récit, il n'y a pas un pet de force, d'effort, vraiment les codex de la flemme. Bon, pour en revenir au truc. Du coup, les corps des Chevaliers Gris ont disparu, ce qui inquiète énormément les Chevaliers Gris. C'est pendant que la faille s'est ouverte. Donc, je peux comprendre, il y a eu pas mal d'énergie chaotique qui se sont déversées. Mais Titan est bardé de protection ésotérique. Donc, il protège contre tout. Et tu vas pas me dire que quand le mec là qui est venu voler les corps pendant que la faille s'est ouverte, les protections n'ont pas lâché, hein, sinon ça aurait été marqué. Les protections n'ont pas lâché, tout est resté intact, juste les corps fait pouf, disparu. C'est pas juste un peu d'inquiétude. Si on peut rentrer dans la citadelle des Chevaliers Gris, comme ça, et voler tous les corps des Chevaliers Gris décédés, sans que personne ne se rende compte, sans qu'il y ait une alerte qui se déclenche, ni rien, c'est inquiétant, un peu plus qu'inquiétant. C'est waouh! Il faut remettre tout le système en question. Donc, ça n'a pas de sens. Soit tu me dis, quand la brèche est ouverte, ça a tout pété, il y a eu pas mal de trucs, pas mal d'alertes qui ont sauté dans tous les sens, des protections qui ont se sont très saturées, qui ont craqué, etc. etc. Nanana, je veux bien. Là, que dalle. Même si c'est fait par peut-être le monstre qui est en dessous, on va en parler juste après, c'est pas possible. Alors, vers quoi ça nous amène? On verra bien, on va en parler un peu après. Mais, waouh, Et justement, je vous parlais de l'ombre qui est en dessous. Alors ça, on en parle depuis un moment, qu'il y a une ombre en dessous, une sorte de créature. On ne sait pas ce que c'est, une créature maléfique qui semblerait que les purificateurs essaient de contenir. Un truc du chaos ou pas. Mais vu que c'est sorte de démon, je partirai là-dessus. Hein, je pense pas que ce soit un Tan. Me dit qu'il est vachement plus actif et que du coup, les purificateurs sont vachement, en fait, du coup, vont moins à l'extérieur se battre parce qu'ils doivent rester sur Titan pour contenir la bestiole, en fait. L'entité. Donc ça, c'est intéressant à savoir, voilà, et elle est vachement active depuis que la faille s'est ouverte. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. De manière générale, dans le codex, d'un point de vue lore, on va tomber sur une sorte de volonté de les rendre gris, nos chevaliers gris. Un chevalier gris, de base, c'est un parangon de vertu. La seule chose, on va dire, pas cool qu'il fait, c'est qu'il n'hésite pas à buter des innocents pour sauver encore plus d'innocents derrière. Donc, on tue 1 million pour en sauver 1 milliard, par exemple. Et qui, ça, bon, c'est un truc moi qui me dérange plus, qui bute ses alliés. Il est capable aussi de leur laver la mémoire. Alors, ses alliés qui sont autres que Space Marine, je crois moi c'est plutôt tout ce qui va être vitesse, garde imp, etc. Pour les garder, pour se garder secrets. Ça, c'est un truc que, bon, ça a paru après coup, je crois que c'était pas, si c'était marqué dès le début, dès la V3 peut-être. Ça, j'ai un gros doute. Et bon, voilà, bon. C'est la petite tâche. Maintenant, ils ont mis des grosses tâches partout pour montrer que même eux, ils sont un peu désespérés et que même eux ne sont pas à l'abri, on va dire, d'avoir un côté sombre. Normalement, les chevaliers gris n'ont pas de côté sombre, c'est la pureté incarnée. C'est une arme forgée qui est incorruptible. Et là, justement, ils nous disent toujours qu'elle est incorruptible, mais ils nous montrent d'autres choses qui les rendent, comment dire, ils emploient beaucoup le mot d'hérésie, de machin, comme si, en fait, quand je lis le truc, j'ai l'impression de jouer des SMC en devenir. C'est assez chelou. Je pense pas que ce soit vraiment, c'est juste pour montrer que depuis que la faille, ils ont perdu en fait des grands maîtres et beaucoup de leur effectif. Et c'est pour montrer qu'en fait, ils sont eux aussi au bord du gouffre.
Alors qu'avant, c'était pas le cas. Ça montre qu'ils en peuvent plus et que du coup, bah, ils en peuvent plus. Ils n'arrivent plus à suivre. Et donc, du coup, ils font des choses de plus en plus désespérées et du coup, leur mentalité change de manière insidieuse. Par exemple, on nous parle à un moment de Stern. Stern qui n'a plus de figurine, hein, soit dit en passant. Alors, je vais vous lire exactement. Stern est prêt à envisager des solutions hérétiques plus extrêmes et condamnables. Sa culpabilité envers ses frères tués et sa haine pour MK Ren lui interdisent d'abandonner sa quête. Mais il y a pourtant des lignes qu'un chevalier gris ne devrait pas franchir. Culpabilité, haine, hérésie, extrême. Là, dans ce petit chapitre ici. Ouh! Et c'est tout le long comme ça. Cuirassier, on va en parler, on va en parler tout de suite. J'allais en parler après, mais on va pas tout de suite. On nous dit en gros que sa création est une création hérétique. Certains systèmes d'une cuirasse, seuls les membres du conseil du chapitre et les techmarines les plus éminents de l'arsenal sont faits des secrets techno-arcaniques profondément troublants, anciens et indicibles qui animent les cuirasses Némésis, ou des sinistres captifs qui se sont languis pendant des millénaires dans le Sanctum Sanctorum en ayant contre leur gré prêté leurs arts hérétiques à la réalisation de ce précieux engin. Comme si il y avait des démons du Dark Mechanicum, hein, pas Dark Mechanicum, je me trompe, des démons de Vashtor, qui auraient créé les cuirasses Némésis. Il n'y a que des trucs comme ça. En fait, à la base, les chevaliers gris, ils ont le meilleur équipement que l'Imperium a pu faire au moment de l'hérésie de Russe. Donc au moment où la technologie était le plus avancée. Et donc ils ont fait des trucs de malade. Ils ont emprunté des idées Xenos et compagnie. Mais emprunté, c'est-à-dire qu'ils ont vu le concept, et tiens, on va l'adapter à notre technologie, faire notre technologie en s'inspirant d'eux. Là, clairement, on n'est plus là-dessus. On dit vraiment que, en fait, on prend des trucs hérétiques et Xenos qu'on va mêler à notre truc. Bon, je veux bien, mais comment c'est tourné? C'est tourné pour montrer que c'est fait de manière condamnable. En fait, on nous montre, et en fait, souvent, nous-mêmes, ils nous le disent, que les chevaliers gris sont eux-mêmes hérétiques par rapport à leurs propres valeurs. Et ça me pose problème. Ça me pose vraiment problème. En fait, on n'est plus avec le sommet de la technologie humaine. On est avec des trucs chaotiques et Xenos, tout le temps. Et c'est pas montré d'un point de vue, justement, valorisant, ça pourrait, mais c'est d'un point de vue condamnable. Alors, je comprends bien l'idée, mais en fait, c'est que c'est mal tourné, je trouve. Ça devrait pas être mis comme ça. Et pourquoi ils font ça? C'est pour montrer qu'en fait, comment dire, Warhammer 40 000, je vous laisse ça, est basé sur un système où on est sur un Imperium qui est au bord du gouffre. Le problème, c'est qu'il est au bord du gouffre depuis les années 80. Et donc, pour continuer l'intrigue, il faut toujours qu'il soit un peu plus au bord du gouffre. Et là, ils ont voulu montrer des chevaliers gris au bord du gouffre. Mais au bord du gouffre de manière assez vénère. Et ils ont peut-être été un peu trop loin, ou alors il y a une méconnaissance du truc. Je sais pas qui a écrit ce codex, mais vraiment, il l'a écrit avec le cul de ma grand-mère. Mais c'est pas très bien fait, je trouve. C'est pas bien amené, en réalité. Bon. Vous allez me dire, ok, mais il va peut-être un peu loin. La haine de Stern, quand même pour quelqu'un qui est incorruptible, la haine, c'est le premier pas vers le chaos. Quand on me dit que il y a des chevaliers gris qui font des pactes avec des démons pour avoir des noms véritables, des pactes avec des démons, des chevaliers gris. Tu me dirais des inquisiteurs radicaux, je veux bien, mais les chevaliers gris qui font des pactes avec les démons. Non. Toi qui as écrit ce truc-là, va te faire foutre. Non. Ce sont des parangons de vertu. Même dans l'état de crise la plus totale. C'est leur principe. Ils ont la meilleure technologie humaine, qui peuvent être améliorées par des idées autres, mais humaines. Alors maintenant, on nous dit tout l'inverse. Non. Mais vraiment, non. Je vous avoue, ça m'a saoulé quand je l'ai lu. Tout le pack des démons, etc. Puis on a le truc... attends, où est-ce qu'il est? Je vous le montre. Kaldor. Voilà, Kaldor, il est là. Alors c'est bien, là j'ai un paragraphe. Hein. Il a même pas un paragraphe
Est-ce que je voulais montrer l'avant? Non, c'est après. Il n'a même pas un paragraphe comme Stern. Stern, ça veut dire qu'il n'existe plus. Il a un vrai encart. Bah, et pourquoi pas Drigo? Pourquoi le Drigo, il a un petit truc tout moisi comme ça? Bon, ils nous disent que Voldus sera sûrement présenté pour être le prochain grand maître, etc. On va voir sur quoi ça nous emmène. Mais voilà, c'est... Je sais pas. En fait, on est encore sur un lore d'exposition qui n'apporte rien, qui je trouve est mal écrit. Ils veulent nous montrer des chevaliers gris au bord du gouffre. C'est pas forcément une mauvaise idée, hein. Mais c'est mal amené, avec des termes mal employés, des formulations mal faites. Je trouve en fait qu'on se retrouve avec des façons, des idées, des intentions qui sont fourvoyées en cours de route. C'est pas bien écrit, c'est de la merde. Voilà, je le dis clairement, je trouve que ce codex est de la merde. D'un point de vue lore, complètement. À un moment, il nous parle un peu quand même que c'est des psychers, légèrement. C'est pour ça que parfois, vu qu'il y a plus beaucoup de psychers qui vont parfois en piquer sur les planètes Space Marine, là où ils font eux-mêmes leur propre récolte de nouveaux Space Marine. Alors ça, c'est surtout pour nous montrer pourquoi il peut y avoir des batailles entre Space Marine et GK. C'est parce que justement, car on va aller choper des nouvelles recrues imaginons, tu vois, sur Fenris pour choper un Psyker prometteur. Bah, il y a les Space Wolves qui sont là, tu pourrais te battre avec les Space Wolves. C'est plus pour les parties que pour réellement le lore en lui-même. Bon. On a un autre exemple de ça. Ah oui, il est assez vénère, c'est ici. On parle d'une Artesium, des apothicaires chez les paladins. On dit que les paladins, en gros, c'est des super chevaliers gris. Et maintenant, en fait, ils peuvent avoir un apothicaire dans leur rang en point de vue règle. Ce qui est très très bien, ça. C'est vraiment ça qu'il leur fallait. Et du coup, ils se sont dit, il faut qu'on le justifie d'un point de vue lore. Bah, pourquoi tu as besoin de le justifier? Il y a un apothicaire chez les paladins. Et c'est en plus très mal justifié. Bon, si vous arrivez à le lire, là, je vous laisse lire. Mais en gros, on dit, bon, je vais faire ça alors parce que, bah ouais, tu vois, alors eux aussi, t'avais même pas besoin de l'expliquer en fait, pourquoi il y a des apothicaires chez les paladins. T'as un des paladins qui a subi une formation d'apothicaire et point. Et là, en fait, non, ils nous font l'inverse, un apothicaire qui, en fait, il est protégé par les paladins, mais certains des apothicaires sont aussi des paladins, mais voilà, il leur faut une escorte parce que leur rôle, nanana. Mais waouh, pourquoi? Pourquoi faire cette justification à moelle-moelle-nœud? Bah, tout simplement parce qu'on est dans un système maintenant où on fait plus des règles par rapport au lore d'une faction, mais on fait un lore par rapport à des règles. On voulait mettre un Artesium chez les paladins, l'apothicaire, donc on va refaire un petit lore là-dessus, mais ultra maladroit, c'est encore écrit avec le cul de je sais pas qui ce coup-là, mais waouh, pourquoi? Comme par exemple sur le génogerme. Avant, on était plus ou moins dans l'idée que le génogerme des chevaliers gris, c'était l'empereur. Mais là, il en reparle et c'est encore mal tourné. Ils nous disent, le maître du métier aurait prétendument forgé. Donc voilà, on n'est plus même sûr. Bon, c'est pour montrer qu'on est à une époque où rien n'est sûr. Prétendument forgé, ce chapitre hautement spécialisé pour la lutte dans son nom. Les chevaliers gris pensent que leur génogerme provient de l'empereur en personne et non d'un primarque. Cet atout inestimable, ainsi que Titan, la lune de Saturne depuis laquelle ils opèrent, le vaste arsenal dont ils disposent, et bien entendu, les chevaliers gris eux-mêmes constituent ce qu'on nomme le don de l'empereur. Donc les chevaliers gris pensent que leur génogerme vient de l'empereur. Ah, avant, c'était plus ou moins c'est quasiment sûr, en fait, on nous le disait pas vraiment, mais on le comprenait. Maintenant, on nous remet, là, en fait, avec cette formulation, on le remet carrément en cause. Et ça veut dire que c'est peut-être pas l'empereur. Ah, imagine, finalement, que je sais pas, ils ont pris le génogerme d'Horus. Parce que Horus, c'est soi-disant parfait à la base avant qu'il soit fourvoyé par le chaos. Et on peut se dire, bah tiens, on prend le génogerme quand même parfait d'Horus, quasi parfait, pour en faire une bonne version. Ça pourrait être possible, je dis pas que c'est ça, hein. Mais avant, c'était pas vraiment dit, mais on le comprenait. Le fait de le formuler ainsi, ça le remet en question. Parce que de base, normalement, un chevalier gris est plus puissant qu'un Space Marine. Il reste en dessous d'un custodien parce qu'ils ne sont pas créés de la même manière. Mais un chevalier gris a quand même ses chances contre un custodien. C'est très chaud pour lui, hein. Mais il peut s'en sortir. Et un chevalier gris est plus fort qu'un Space Marine. Même si dans les règles, c'est pas représenté, mais d'un point de vue lore, c'est ainsi. En gros, ça fait Space Marine, chevalier gris, custodien. Bah là, on n'est plus aussi sûr de ça. Bon, voilà. Tout ça, ça me met pas très bien. Donc aussi, ils nous parlent un peu que son psyker, que les juste écarts permettent de canaliser l'énergie de leurs frères, mais en fait, non pas surtout qu'en fait leur capacité de téléportation. Pareillement, c'est par rapport aux règles. Alors quand les psychers ont complètement mis à la trappe, bah, c'est normal, dans les règles, il n'y a pas de capacité.
Il n'y a pas de sort, donc logique du coup. Si tu n'en parles pas, parce qu'il n'y en a pas. Pareillement, les règles qui font de l'or, et non pas l'inverse. C'est l'équipe qui a écrit ce bouquin est partie là-dessus, en fait. Bon, on a encore un petit truc là-dessus, voilà, sur les purgators. Ils disent bien que leurs tirs peuvent éviter les couverts, etc. Ça colle avec la vision de l'index, qui pouvait faire des tirs indirects. Mais maintenant, c'est une sorte plutôt en fait, qu'ils arrivent à entraver l'ennemi, en gros. C'est un peu ça l'idée. C'est pas dit comme ça, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, ils ont mis une règle qui retire du mouvement pour les charges, etc. C'est pas ça que j'aurais mis. Mais bon, ça sera pour plus tard. Sur le reste, on est ultra basique. C'est déprimant. Déprimant. Jolie image, toujours. Bon, voilà pour le lore. Bah, moi, ça ne me satisfait pas. Je le réfute, ce lore. Mais j'ai peur qu'il devienne la base pour la V11. Ça me fait vraiment peur là-dessus, qu'ils repartent là-dessus. Alors que ce lore, il ne fonctionne pas. Quand même, à un moment, alors ça, il faudrait que je le revérifie, mais il parle qu'ils ont utilisé à un moment les cendres de Malcador. Mais si je me souviens bien, il a grillé sur Terra, Malcador. Donc comment ils auraient fait pour avoir les cendres de Malcador alors qu'eux, ils étaient dans le warp à ce moment-là? Et voilà, à vérifier, mais je crois que c'est ça. Donc, bah, ça serait encore une incohérence, toujours à vérifier, mais ça serait encore une. C'est de la merde. Voilà, c'est tout ce que j'en pense. C'est la déception totale. Ce livre, c'est presque une hérésie. Il faudrait le brûler, quoi. Les photos, toujours des photos sans âme. Je sais pas si c'est à cause des retouches, je sais pas quoi, mais ça, c'est à la V10. Là, c'est comme ça. Il y en a quelques-unes que... Non, c'est... Il y en a une plus loin, que je trouve sympa. Mais là, c'est trop lisse, trop propre, trop retouché, peut-être, je sais pas. J'aime pas du tout. Bon, la patrouille, moi, vaut ce qu'elle vaut. Je pense qu'elle peut être pas mal, mais bon, voilà. Par contre, ça, c'est bien. J'ai trouvé, ils ont fait les petits tutos pour prendre facilement les chevaliers gris, et vraiment, ils sont bons. Ça, par contre, c'est à prendre. Ils sont vraiment pas mal. Bien, et après, on arrive aux chevaliers gris eux-mêmes. La règle d'armée, c'est la même qu'à l'index avec les téléportations. Pourquoi pas, j'ai rien contre cette règle. Le truc qui se passe avec les règles de la V10, alors je vais pas vous faire un truc à la Fresh Wargame Studio, hein, voilà, il y a les détachements, bon. Il n'y a aucun de ouf, je trouve. Moi, je vais jouer sur le conclave sanctifié, c'est le truc des Terminators, mais parce que je joue plein de Terminators, je joue une armée item avec des dizaines de Terminators. Honnêtement, dans les règles, il y a un truc qui est bon. À peu près, en tout cas. Ce sont les datasheets. Les datasheets sont bonnes. Heureusement, c'est ça qui va rendre l'armée jouable. Des bonnes datasheets. Ça manque d'anti-véhicules, clairement. Ça, il n'y a pas de synergie en fait avec vraiment avec les règles de détachement et les stratagèmes, etc. Voilà, en fait, toute l'armée va être basée sur la force de datasheet. Il y a quelques petits trucs sympas, mais on va dire on n'est pas dans l'âme de l'armée et on n'a vraiment pas de synergie sympathique. On est par exemple détachement véhicule, oui, pour un CP, tu peux traverser les murs. Pour ça, n'importe quel détachement véhicule, n'importe quel codex là. Bon, c'est vachement dommage. Il n'y a pas de sort non plus. Il y a un game design qui est assez étrange. Donc en fait, faut se rappeler que les chevaliers gris sont tous des archivistes. Aussi compétents qu'un archiviste Space Marine de base. Et que leurs archivistes sont encore plus balèzes du coup. Bah, à part les archivistes eux-mêmes, donc Voldus et l'archiviste de confrérie, c'est les seuls qui ont des sorts. Et encore, ils sont pas ouf. Le Vortex Funeste, c'est plus ce que c'était. Peut-être pas si mal, il était peut-être un peu trop costaud dans l'index, mais ça aurait pu avoir un peu plus. Bon voilà, il n'y a pas de sort. Bon. Là, par exemple, je prends Voldus, qui sera quasiment, à mon avis, presque dans toutes les listes, à mon avis. Pas dans toutes, mais beaucoup. Il a un truc un peu anti-véhicule, anti-véhicule. Plutôt anti-élite, son sort. D3 plus en attaque, 2 plus, alors 12 pas uniquement. Hein. Blessure dévastatrice. Force 12, PA-2, dégâts 2. Ça manque de PA, ça manque de dégâts. C'est juste la force 12, mais pour d'autres dégâts, ça peut pas être un anti-véhicule. Même avec D3 plus 1. Hein, parce qu'au minimum, si tout passe, tu fais 4 PV. Il aura fallu plus de dégâts pour que ce soit un sort anti-véhicule. Ça ne l'est pas. Ça peut être c'est un anti-Space Marine en fait. Hein. Mais du coup, une force de 12, ça sert à quoi?
faudrait mettre dégâts 3 minimum. Là, t'aurais un truc. Bon, en mêlée, il est pas mal. Bon, mais c'est un anti-élite, pas un anti-véhicule non plus, à cause de la PA2. La PA-2, ce qui fait que, par exemple, sur un thermie, on est sur ces 4 plus invulnérables, parce que les élites, généralement, c'est ceux contre 3 PA, donc quasiment tous, quasiment, hein, ils sont invulnérables 4 plus, donc PA-2, c'est suffisant. Mais si on est sur un véhicule, bah non, ça marche pas. Donc voilà, il y a... Le seul anti-véhicule, c'est le psy-canon lourd, avec une force 10, PA-2. C'est bon, chapelet le canon laser du Land Rider ou du Dreadnought Vénérable. Voilà, c'est pas ça qu'on a forcément envie de mettre. Bon, en tout cas, les thermis sont vachement bien, quasiment tout est bien. Il y a juste un truc que je regrette, c'est que les paladins, c'est parce que Games Workshop, Warhammer, ils veulent en fait voir une charge de chevalier. Donc, les paladins, ils ont un bonus à la charge et pas en permanence. Les Terminators ont été changés là-dedans. Ils ont leur bonus, c'est tout le temps, sauf les monstres et véhicules. On aurait bien besoin quand même d'un truc contre les monstres et les véhicules. Et quand même de 1 caractéristique de PA. Et ça, c'est permanent. Alors que les paladins, c'est que quand ils chargent, ils font un dégât de plus, donc des dégâts 3. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Le problème, c'est que 6 mouvements 5, on n'a rien. On est une armée de 4 qui n'a pas d'advance et charge, qui n'ont pas de CP qui permet de stratagème qui permet d'optimiser ça. Fais pas 9, merci, mais après, je fais quoi? Même si je fais une arrivée précipitée, je peux pas en faire 36 000 non plus, donc j'en ai une par tour. Ça fait bien pour une unité. Mais voilà, c'est limité. Les purgateurs, ils ont les psychanons normaux. Dans des armes normales, les purgateurs incinérateurs normaux. Ouais, dans une méta avec beaucoup d'IK et de CK, laisse tomber quoi. S'il n'y a pas ça, l'arme est jouable, hein, je pense. L'arme est jouable, c'est simplement parce que les détachées ne sont pas mauvaises et que l'arme Némésis de base, avec force 6, etc., n'est pas mauvaise. Mais sans ça, il n'y a rien quoi. Donc, dommage. Dommage encore. Pas de synergie, rien du tout, c'est pas cool, pas de sort, il n'y a pas d'âme dans cette armée. Voilà. Bon, du coup, c'est un peu décevant, un peu beaucoup, d'un point de vue règle. Donc pour moi, voilà, pour améliorer ça, il n'y aurait pas forcément grand chose à faire. Déjà, il faudrait peut-être un peu de strata qui va avec les règles d'armée, tout simplement. Hein, parce qu'on a des stratagèmes, mais bon... c'est très générique, il n'y a rien qui fonctionne ensemble. On n'a pas l'impression que quand tu prends un détachement que tu vis une façon de jouer. Pas du tout. Donc des stratas qui vont dans ce sens-là. Il y a marqué dans le lore qu'il y a assez d'armure Terminator pour tout le chapitre. Et vu on refait pas de figurines. Il y a un truc tout bête, pourquoi tu fais pas des purificateurs en armure Terminator? Je fais de peindre le casque en blanc et c'est fini. Avec un petit pour psy. Le même qu'ils ont, ça pourrait être sympa. Honnêtement, tu as une unité en plus qui peut être cool. Pourquoi ne pas mettre compétences psychiques pour les purificateurs? Dans les purgateurs. Il y a marqué que ils arrivent à contrôler leurs projectiles pour que ça ignore les couverts, etc. Au lieu de mettre leurs règles là, à la mort de moi le nœud, ça paraît bien qu'on le voit, mais en pratique, on les jouera pas. Voilà. Persécution légitime, en phase de tir, nanana, touché par une ou plusieurs de ces attaques, jusqu'au début de votre prochain tour, l'unité ennemie est entravée. Tant qu'unité est entravée, soustrayez 2 à ses caractéristiques de mouvement et soustrayez 2 à ses jets de charge. Ce qui paraît plutôt bien. Hein. Mais avec leur portée de tir, je suis pas sûr que ça sera, même ça coûte cher tout ça, donc je suis pas sûr que ça a vraiment beaucoup joué. Pourquoi pas mettre simplement que, dû à leurs compétences, en fait leurs armes, ils arrivent à les booster. Tu mets ignore couvert sur toutes leurs armes. Et tu mets en termes de profil l'équivalent lourd, incinérateur lourd, explicateur lourd, psychanon lourd. On arriverait peut-être l'équivalent en fait, d'une escouade dévastateur en réalité. L'honneur couvert, je dis ça en bonus, mais même pas obligé. Tu mets juste l'équivalent lourd. Et encore, hein, la meilleure arme, ce serait psychanon lourd avec force 10. PA-2. Donc l'honneur couvert, ça peut être sympa. Mais voilà. Je sais pas, un petit truc comme ça peut être cool. Juste pour avoir un petit truc un peu plus récent, un peu plus neuf là-dessus. Bon, faire un truc sur les FEP. On est sur une unité qui téléporte. Mais un truc qui synergise vraiment avec les FEP. Je sais pas, FEP à 6 avec charge pour 2 CP, par exemple. Un truc dans le genre là. On nous parle, tiens, vu que les capacités psychiques sont pas vraiment utilisées, pourquoi les Terminators auraient pas, dû à leurs compétences, il y a marqué dans le lore qu'en fait ils renforcent leurs armures et tout, et qu'en gros, l'armure Terminator, il y a marqué
c'est l'équivalent d'une armure Terminator standard, mais plus, c'est-à-dire plus résistante, plus machin, surtout dopée avec la capacité psychique des paladins. Eh bien, pourquoi ils n'ont pas plus 1 PV? Eh, ça change tout. Ça change tout. Donc, c'est dommage, surtout vu le prix qui coûte en plus. Donc, c'est dommage là-dessus qu'il n'y a pas, toi, c'est même les unités, il n'y a pas de synergie entre elles. C'est. Voilà, tu vois là, un PV de plus. Comme des thermies. Space Wolf. Bon, ils ont une meilleure arme, mais c'est pas le même prix non plus. Donc, je sais pas. C'est vachement dommage. Bon, ça, c'est mes petites pistes que j'aurais pu faire par rajouter un peu de sort. Voilà, les archivistes, ils auraient un sort, au moins. Même les unités de base auraient pu avoir un sort. Ça aurait été vachement bien. Bon, ça, c'est une petite piste pour améliorer le truc sans rien changer aux figurines ni rien. Pour le cas d'Ordrego, pour ceux qui se demandent, moi, je pense, et j'ai vu que c'était repris par pas mal, repris, non. Ils ont la même idée que moi, que Caldor Drago reviendra sûrement en fin d'édition. Moi, mon idée, c'est qu'on a l'Eman Russe qui revient, parce que Caldor Drago va peut-être le retrouver dans le War, à ce genre-là, et on aura du coup Caldor Drago et l'Eman Russe en fin d'édition, contre un truc méchant que je sais pas ce que ça pourrait être. Même, il y a eu Fulgrim qui est revenu, pourquoi pas, avec un truc sur Fulgrim, bon, passons. Mais je vois bien, en fait, l'Eman Russe revenir, et Caldor Drago également. Je trouve ça complètement stylé. Vraiment, malgré qu'ils aient marqué que Voldus sera sûrement le prochain maître et tout, on n'y est pas, et c'est à mon avis du teasing. Donc, moi, je partirai là-dessus. Voilà ce que j'en pense. Maintenant, d'un point de vue là, j'ai entendu des trucs. Que les chevaliers vont disparaître à la V11. J'y crois pas du tout, même avec tout ce que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que, même si, imaginons, ils disparaissent d'un point de vue là, ils se prennent un gros coup dans la tronche, je pense qu'ils vont les garder. C'est une faction qui est très appréciée, et ils ont une bonne gamme. Donc je pense qu'ils vont les garder, malgré que, par exemple, je sais pas, tu sais, il parlait, le truc sur la citadelle. Imaginons le truc méchant sur la citadelle de Titan, il pète, il explose, ça ravage toute la citadelle. Ça veut pas dire que les chevaliers gris seraient éteints. En fait, sur Titan, il y a très peu de chevaliers gris. Donc même si le machin, il pète, ça va faire un combat épique, nanana, ce qu'on veut. 5e dieu du chaos, j'en sais rien, Vachetor dans l'affaire, et tout ça, tout ce qu'on veut. Les chevaliers gris ne disparaissent pas pour autant. Simplement, on dira juste, ils sont encore plus en mauvais point. Je pense que dans le lore de 40K, il faudra un moment, soit que l'Imperium s'écroule vraiment, soit qu'il soit dans un nouvel âge d'or, parce que en fait, ils veulent toujours nous montrer qu'il est au bord du gouffre, et encore plus, au moment, ça c'est limite. Mais ils pourraient très bien faire ça également. On pourrait peut-être avoir, j'en sais rien, s'ils parlent avec les corps qui ont disparu. Ça peut juste être un truc comme ça, qui s'est balancé. Ou alors, peut-être, se retrouver avec des paladins noirs chez les SMC, j'en sais rien. Alors ça, c'est une idée que j'y crois pas trop. Mais pourquoi parler des corps qui disparaissent pour rien en faire derrière? À moins qu'ils reviennent dans une nouvelle faction style Dark Mechanicum. J'en sais rien. Je pense pas, en fait, c'est juste c'était balancé comme ça pour montrer une sorte de mystère. Mais c'est le mystère pour le mystère, je pense pas qu'il y ait un truc à y penser, mais pourquoi pas. Ou alors des paladins, des chevaliers gris renégats, ils arrêtent pas de parler d'hérésie, de machin, etc. J'y crois pas non plus, c'est plus une volonté de nous montrer qu'ils sont au bord du gouffre, même psychologiquement. Je trouve qu'ils collent pas trop avec leur vision un peu bastion infaillible, même dans les temps les plus durs. Mais voilà, donc j'y crois pas du tout à la fin de la faction là-dessus. C'est pour moi non, pas du tout. Ce qu'ils pourraient faire par contre pour l'améliorer, c'est de réintégrer des inquisiteurs dedans, avec des pouvoirs psychiques justement liés à l'Ordo Malleus. Ce qui serait bien en fait, c'est qu'on revienne à comme à la V3 avec chasseur de démons, chasseur de sorcières. Et ben malheureusement, le chasseur de Xenos qui n'est jamais sorti parce qu'ils n'ont jamais voulu développer la gamme des Swatch. Donc je pense que ça se fera pas, mais je pense que c'était la meilleure voie à faire pour toutes ces factions-là. Même pour les sorts des batailles, ce qui est dommage. Bon, pour en revenir en conclusion à ce codex, je l'aime pas. Il est nul. Véritablement. Il est jouable. Je pense qu'il est jouable. En tout cas, moi, je vais essayer de sortir un truc avec 30 thermies, 10 thermies, 20 paloufs, avec Voldus et compagnie. Je vais essayer de faire un truc de genre-là. Je sens que ça va me plaire. Je sais pas le compétitif, mais ça va m'amuser. Moi, j'adore les Terminator, je vais partout. Je mettrai sur mon petit... moi, je mets toujours un petit assassin, un truc de genre-là. J'aime bien. C'est pour le côté plus narratif. Donc, ou un inquisiteur, parfois, même si il va se faire défoncer. Mais voilà, j'aime bien. Il est jouable. Je pense même en compétitif. Il est jouable jusqu'à un certain niveau. J'aurai des trucs souvent très très bien à faire. Mais d'un point de vue écriture, honnêtement, je sais pas ce qu'ils font là avec les codex, avec le Space Wolf. J'étais très déçu là, avec les Loncro et compagnie. Je sais pas ce qu'ils font. À mon avis, il y a plusieurs teams. Hein. Il y a des codex très bien écrits et des codex qui sont un peu... Par exemple, les codex KO, ils sont super. Alors, il y a toujours les défauts de la V10, mais d'un point de vue narration dans les codex. Mais là, non, 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 non.
J'ai encore envie de le dire, hein, mais va te faire foutre celui qui a écrit ça. Vraiment, c'est honteux en fait ce codex. 47,50 € cette merde. Non, c'est de la daube. Je suis vraiment... il va être dans ma collection, hein, parce que voilà. Mais non, non, il n'y a rien qui va. Rien. À part les datasheets qui sont pas mal, c'est tout. Le lore est pas bon, il n'y a rien qui est bon. Voilà, vous avez compris, j'aime pas. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma petite review très personnelle de ce codex en langue de bois. Hein. Et n'hésitez pas à faire les likes, les machins, etc. Hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'ai envie de dire, soyez purifiés. Ce ne sera pas avec ce codex-là. Lui, il peut aller se faire voir. Allez, bye bye.